Salut à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce débrief crypto qui va être beaucoup plus technique que d'habitude parce que oui, en termes de news, on n'a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un marché globalement calme comme on a d'ailleurs sur les marchés traditionnels et ça tombe bien parce que justement cette semaine, on aura peut-être une news en fin de semaine, vendredi à partir de 14h30 où on a le chiffre d'inflation aux États-Unis. Alors on avait déjà eu un chiffre d'inflation aux États-Unis il y a 2 semaines, le CPI, donc ça c'est tout simplement l'évolution des prix. Mais ce vendredi à 14h30, on a le PCE, Personal Consumption Expenditure. C'est un peu la même chose justement qu'un chiffre d'inflation, mais pondéré en fonction de l'évolution du type de consommation et des achats en fait des consommateurs, ce qui permet de voir si les consommateurs subissent ou non l'inflation. Donc ce chiffre-là sera très important. Je vous propose tout de suite d'aller justement sur les graphiques, est attendu à 0,3%, ce qui voudrait donc dire que si ce chiffre-là est au-delà de ce qu'on attend, et dans la mesure où on a eu il y a une semaine les minutes du FOMC, c'est un peu les contours et c'est le procès verbal de la conférence de presse de Jérôme Powell qui a eu lieu donc, il y a 2 semaines, était plutôt hawkish, donc plutôt en faveur éventuellement au moins déjà d'un maintien des taux d'intérêt à 5,5%, pourquoi pas tout au long de cette année, voire pourquoi pas une augmentation encore des taux d'intérêt. En tout cas, il y a certains membres du FOMC qui sont plutôt favorables à ce type de scénario et de stratégie si bien évidemment l'inflation continue à augmenter. Je vous rappelle que l'inflation sur 12 mois, on est à 3,4%, on était à 3,5% le mois dernier, mais ce chiffre-là sera donc important. À suivre donc, si on a un chiffre au-delà de 0,3%, normalement ça devrait faire baisser les actifs risqués, donc les marchés traditionnels, les actions, les indices, mais également les crypto-monnaies, qui ne sont pas vraiment corrélés au marché des actions, mais forcément si on a une hausse du dollar américain, par anticipation, peut-être même d'ailleurs d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année, mais au moins une stabilisation. Je vous rappelle qu'en début d'année, le marché attendait entre 6 et 7 baisses des taux de la part de la Fed. Aujourd'hui, le marché en anticipe qu'une seule au mieux. Donc attention à ce chiffre d'inflation qui pourrait donc du coup provoquer un peu de volatilité parce que oui, la volatilité, on n'en a pas beaucoup. Alors très rapidement, une news. Alors c'est pas vraiment une news, mais on a eu l'ETF sur l'Ether qui a été donc approuvé, l'ETF ETH Spot qui a été approuvé, mais il sera mis en place finalement que à peu près cet été, mois de juillet, mois d'août. Ça va ouvrir des vannes de liquidité. C'est exactement la même chose en fait qui avait eu lieu sur le Bitcoin. L'ETF Bitcoin Spot permet d'ouvrir des vannes de liquidité, mais c'est plutôt une news positive à moyen long terme, mais ça n'a pas été une news très positive, ça n'a pas impacté fortement le marché, et ça on l'avait déjà vu dimanche dernier, notamment l'Ether à très court terme, ce qui est tout à fait normal puisque la news était quand même complètement anticipée, d'autant plus que l'Ether avait pris 20% juste avant justement cette news. C'est ce qu'on appelle buy the rumor, sell the news. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. On anticipe, le marché l'avait anticipé, la news tombe. Finalement, comme sur le Bitcoin en fait le 11 janvier comme on a eu en début d'année, finalement il a eu 2 semaines de baisse suite à cette news, mais derrière finalement il a progressé. Donc 450 milliards de dollars, c'est ce que pourrait finalement représenter le marché des ETF crypto, que ce soit Bitcoin, Ethereum, mais ETF, Bitcoin et Ethereum pourraient attirer à peu près 100 milliards de dollars de flux positifs d'ici 2 ans. Bien évidemment, ça ouvre les vannes de liquidité aux institutionnels, mais également aux particuliers qui ne veulent pas forcément investir directement dans les cryptos, mais veulent passer par des produits, etc. C'est un petit peu plus simple pour eux. Bref, ça va ouvrir effectivement ces vannes de liquidité. Très rapidement également, depuis un mois, si on regarde un petit peu ce graphique, ces histogrammes, ça montre ici le Bitcoin que vous avez en noir au milieu, qui représente, alors excusez-moi, il y a le graphique qui bug un petit peu. Le Bitcoin prend un peu plus de 6% depuis un mois, mais vous voyez tout à gauche, en fait, c'est toutes les cryptos finalement qui font mieux que le Bitcoin parmi les 5 plus grosses capitalisations, on est d'accord, les 50 plus grosses valorisations en termes de crypto-monnaie, en termes de valorisation sur les 50 plus grosses, on ne prend pas les autres, et finalement on a des variations qui sont plutôt, on va dire moite-moite. Il y en a la moitié effectivement des 50 plus grosses qui font mieux que le Bitcoin. Il y en a la moitié qui font moins bien. Le Bitcoin se trouve en fait un petit peu au milieu. On voit l'Ether qui se retrouve ici, on va dire dans le premier tiers positif. Et globalement, effectivement, on a des cryptos. D'ailleurs, Link, on en avait parlé également avec Rodolphe dans l'apéro
il y a à peu près 2 semaines, qui représentait une configuration technique très intéressante sur une moyenne mobile à 50 semaines, on va le revoir juste après, du coup qui a pris en quand même 34%, quasiment 35% en un mois. Donc globalement, est-ce qu'on est dans une all season, pas all season? En fait, pas forcément. On est plutôt moite-moite. Si on regarde ici sur des données toujours très longues, on part toujours sur des unités temps longues et ensuite on zoome. Si on regarde ici en weekly, donc en données hebdomadaires, une bougie égale une semaine. En bleu, moyenne mobile à 20 semaines. En rouge, moyenne mobile à 50 semaines. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 indicateurs dans tous les sens. Ça vous permet justement de matérialiser cette tendance. On voit toujours en fait que la capitalisation totale ici, donc qui regroupe l'ensemble de la valeur de toutes les crypto-monnaies, on fait par étage. On fait un espèce d'étage ici pendant 1, 2, 3, 4 mois. Hop, on fait une nouvelle progression. On consolide les fondations juste en dessous, des zones support. Derrière, on en remet une, etc. etc. Je vous rappelle que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc, tant qu'on tient les, allez, j'ai élargi le trait, les 2000 milliards de dollars de capitalisation sur l'ensemble donc de la capitalisation totale, pour le moment, on est toujours dans une tendance positive, notamment en long terme. Je prends Total 3, donc qui exclut Bitcoin et Ethereum de l'ensemble des valorisations de l'ensemble des cryptos. Là aussi, on est toujours dans une tendance qui est positive et globalement c'est la même chose effectivement sur le Bitcoin. Tant qu'on est au-dessus de la MM20 weekly, on est toujours dans une dynamique qui est positive en long terme, même si on va voir juste après que si on zoome finalement on est plutôt dans une phase en fait de consolidation latérale, de pause en fait de respiration tout simplement par étage encore une fois. Le Bitcoin qui a pris donc 20% avant la news, depuis il bouge pas trop. On va zoomer justement sur des unités un petit peu plus courtes. Je vous avais déjà dit il y a une semaine que je sortais notamment 40% de mon exposition en gestion active. On a toujours deux poches, une gestion long terme, ce qui nous permet tout simplement de sélectionner déjà des cryptos, mais aussi notre curseur d'exposition en fonction du timing de marché. Le timing de marché, en fait, c'était plutôt en bas sur les moyennes mobiles 20 et 50 semaines sur certaines cryptos. Le marché, finalement, se tient bien, voire remonte progressivement. Et on a une poche, donc gestion active, on va être plus actif par définition sur notre allocation de crypto. On va essayer justement d'acheter en bas, de vendre en haut. Pourquoi? Tout simplement, je vous fais un petit schéma. On est dans un range tout ou YouTube de manière globale. Ici, si vous regardez capitalisation totale, borne basse, borne haute, ça fait 3 mois qu'on est là-dedans. Donc le but du jeu, ça va être dès qu'on rebondit, on allège un petit peu. Dès que ça rebaisse un petit peu, on reprend, etc., etc. Et on recommence, on recommence. Alors, on n'aura pas toujours les points bas et les points hauts, mais là, on a un gros support qui a été formé ici sur les 2100 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Et c'est exactement la même chose si on prend ici, par exemple, le Bitcoin, qui représente très bien cette grosse phase finalement de pause. On est entre 60 000 et 73 000 dollars, donc les ATH qu'on a fait au mois de mars cette année. 73 000, hop, on allège un petit peu dès qu'on approche de cette zone. Et dès qu'on revient sur cette zone, on reprend. En fait, ce qui nous permet tout simplement de dynamiser, parce que soit on fait que du long terme, soit on fait que de la gestion active. Et je pense que la meilleure allocation possible, alors c'est pas forcément 50-50, c'est bien évidemment en fonction aussi du temps qu'on a à louer, à regarder les graphiques, etc., etc. Le but, c'est pas de faire de l'intraday ou quoi que ce soit, absolument pas, mais c'est de savoir justement quel pourcentage par rapport à notre portefeuille est-ce qu'on souhaite justement dynamiser sur de la gestion plutôt daily. Donc aujourd'hui, sur le Bitcoin, on n'est clairement pas dans une zone d'achat, ok? On est dans une zone un peu au milieu en fait entre les deux. On a eu cette zone, cette opportunité justement d'alléger un petit peu notre gestion active ici. Le but, c'est de se dire si on arrive proche des 60 000 dollars, c'est de reprendre en fait une partie de l'exposition ou toute la partie en fait d'exposition qu'on a allégée là-haut et tout simplement de recommencer. Donc je reviens ici sur l'Ether. 3920, c'était ma zone de sortie, vous l'avez sur IVT puisque je vous l'ai partagé dans le crypto board. C'était ma zone de sortie pour 40% de ma gestion active. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors il y a deux options. Alors on va revenir tout à l'heure sur Total 3, mais en tout cas là le principe c'est de se dire si jamais ça se replie sur l'Ether, on passe donc de 3900 à 3200, ce qui nous ferait grosso modo 20% de baisse, entre 15 et 20%. On revient ici sur une MM20 daily en bleu, MM50 daily ici en rouge. On revient sur cette précédente zone qui était en haut de range dans lequel l'Ether était coincé pendant un mois, quasiment 2 mois. Eh bien, je recomplète, je reprends cette exposition que j'ai sortie là-haut. Voilà, tout simplement. Essayez de recommencer comme ça le plus longtemps possible.
tant que le marché est dans un range. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ici, pourquoi il y a deux options possibles. Et après, je vais vous donner justement éventuellement quelques idées. Et après, ça vous de vous en inspirer ou pas. Sur Total 3, donc si on exclut Bitcoin et Ethereum, mais je pense que c'est beaucoup plus marquant, c'est beaucoup plus visible. On a cet étau de compression ici formé par ce qu'on appelle un triangle symétrique. On en est sorti par le haut avec une impulsion haussière ici le 20 mai. Et puis depuis, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. On fait des mèches un petit peu en haut, des mèches un petit peu en bas, mais globalement, on est dans un micro-range au sein d'un gros range depuis maintenant 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, si on sort par le haut, c'est de reprendre l'exposition qu'on a sortie en gestion active, qu'on a allégée sur les cryptos les plus fortes. Je vais vous en donner quelques-unes, en tout cas moi, que je vais surveiller. Et puis, si jamais on sort par le bas de cet étau de compression, ce qui est tout à fait possible avec justement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chiffre d'inflation qu'on a aux États-Unis vendredi, si jamais il ressort à 0,4, 0,5, 0,6%, donc au-delà de ce qu'on attend, on pourrait avoir un pic de volatilité, donc vers le bas, des classes d'actifs risqués, crypto-monnaies comprises. Et donc ça nous permettrait de reconstituer toute la gestion active finalement qu'on a sortie partiellement et progressivement. Il faut toujours raisonner par curseur d'exposition. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas tout je vends ou tout j'achète. On est toujours dans une mouvance, dans des marchés comme ça qui évoluent en cycle, qui respirent, qui montent un peu, qui baissent un peu. Et c'est pour ça que quand on sort une position, on rentre pas à 100% d'une exposition sur une crypto, on sort pas 100% de notre exposition comme ça du jour au lendemain en disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé le point haut, je l'ai deviné. Ah, ça va baisser. Ah, ça va monter. » On travaille par zone d'intervention, par palier, avec différents paliers, et on augmente et on a différents types aussi de zones d'intervention en fonction des cryptos. Donc sur 2 zones d'épuisette. C'est-à-dire par exemple, sur l'Ether, moi j'avais 2 zones d'épuisette, c'était pas le point bas, j'ai pas payé 2870. J'ai payé un petit peu au-dessus, et puis j'avais une autre épuisette, qui d'ailleurs n'a pas été atteinte malheureusement, c'était 2800 $. On a fait 2815 au plus bas. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est pas grave. Donc là, c'est de se dire, ok, par exposition, par zone d'intervention, j'ai des zones d'intervention à 3200 et j'ai toujours une zone d'intervention sur les 2800. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à 2800? On peut y aller. Donc 1, on n'utilise jamais d'effet de levier. Et 2, on est progressif dans notre façon justement de raisonner. Donc 2 options bien évidemment possibles. Ça monte, ça baisse. Première option, j'ai mes épuisettes en bas. Si jamais effectivement on a un pic de volatilité, qu'on revient sur cette zone, qui est la zone en fait d'achat depuis maintenant 3 mois, et j'ai des épuisettes qui sont déjà placées sur mes cryptos favorites, les cryptos que j'estime intéressantes et qui ont été plutôt fortes ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et puis ensuite, avec le cash du coup que j'ai récupéré, que j'ai généré au cours de ce dernier pump qu'on a eu de manière générale, si jamais finalement ça baisse pas et que ça monte direct, et que j'estime du coup que je ne suis pas assez exposé, j'ai le cash suffisant pour me dire, tiens, je vais sélectionner quelques fortes. Alors, je vais vous en partager quelques-unes que je trouve quand même assez intéressantes, quand bien même elles ne bougent pas trop comme l'ensemble du marché, globalement. BNB, Binance Coin, qui reste toujours très forte. Vous regardez ici en weekly, on est très loin de la MM20 weekly. Alors, bien évidemment, si j'ai des épuisettes aussi en bas, mais si on retourne sur la MM20 weekly, c'est la zone d'achat idéale, mais on n'est pas sûr de l'atteindre. Donc, on est toujours dans une tendance haussière très très forte, et c'est pour ça que je place des alertes juste au-dessus des récents plus hauts. Parce que si d'un coup, finalement, le marché explose, qu'est-ce qui se passe? Je suis exposé à, allez, grosso modo, entre 60 et 70%. J'aimerais bien augmenter un petit peu mon curseur d'exposition et j'ai la main sur mon trading pour me permettre de rentrer sur les cryptos qui sont les plus dynamiques, ce que j'appelle les cryptos les plus fortes. BNB pourrait en faire partie. Pourquoi? Parce que vous regardez, on fait aussi par étage, et derrière ça pump fort. Ici, ce mouvement qu'a eu justement BNB, c'est quand même x2. Donc c'est quand même relativement intéressant. Est-ce qu'elle va faire x2 tout de suite? Non. Mais ça me permet justement de me dire, tiens, mon épuisette à 500 ici, 500, 505 $ va jamais être atteinte puisque derrière ça part direct. Je suis pas assez exposé. Ça me permet de me dire, ah, il se passe un truc là-dessus, j'y vais. Donc attention, le FOMO, c'est quoi? C'est pas forcément acheter quand ça monte. Je vois et j'entends souvent dire oui, c'est du FOMO parce que j'achète quand ça monte, parce qu'il y a une bougie verte, parce que j'achète les ATH. Faux. Le FOMO, c'est la peur de louper un mouvement. La peur, c'est un sentiment. Le sentiment, c'est de se dire
ça monte, sans moi, j'achète tout et n'importe quoi au pif. Et j'ai pas de travail de préparation en amont. Donc c'est pour ça, faites des hypothèses de travail. On sort de cet étau de compression dans lequel on est finalement, et il est de plus en plus serré depuis 2 semaines, 1 semaine et demie. Si on sort de cet étau de compression avec violence, qu'est-ce que je fais? Préparer toujours le coup d'avance. Ok. Donc une forte, il y a notamment BNB que j'aime beaucoup. La deuxième, c'est Solana que j'aime beaucoup. Alors je suis déjà positionné dessus. J'ai allégé d'ailleurs sur les 185 $, 40% parce que c'était mon objectif. Encore une fois, sur Solana, elle a pris quand même sur le dernier mouvement qu'on a eu au mois de mai, 50%. Ce qui est quand même raisonnable en gestion active, gestion court terme, d'alléger 40% de sa position sur une hausse de 50%. C'est quand même relativement raisonnable et relativement légitime. Donc là, le but, c'est de se dire, ok, donc comme sur l'Ether par exemple, je reviens sur une zone clé, sur les 155 $, ça m'intéresse. Mais si derrière ça part, et c'est pour ça que je vais mettre une alerte, et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas positionnée, je vais le faire tout de suite en direct. Si on passe au-dessus par exemple des 180 $, j'estime que c'est une crypto forte. Vous regardez ici en weekly, on est largement au-dessus du MM20 weekly, on a très bien réagi dessus, très bien. Si on est en long terme, on garde, on va viser des objectifs beaucoup plus ambitieux, puisque les ATH sont à 260 $ ici. Et puis à court terme, en gestion active, si on repasse au-dessus des 180 $, grosso modo, ça permet de dire ok, c'est une crypto forte, donc j'y vais, j'y retourne. Il y a une autre crypto effectivement aussi que j'avais prise, c'était ETC, qui avait bien profité un petit peu comme l'Ether avant la validation et l'approbation de l'ETF sur l'ETH spot. J'ai allégé également, d'accord, j'avais une épisode d'ailleurs un petit peu plus bas qui n'avait pas été atteinte. Sur ETC, j'ai allégé ma position et je vais reprendre ma position également sur repli si il y a. Il y a une autre crypto également que j'aime beaucoup. Encore une fois, regardez vos graphiques. Ça, donc Link, on en avait parlé il y a 1 semaine et demie avec Rodolphe dans l'apéro qu'on avait fait ensemble un jeudi soir. Elle était justement sur les 13,50, à peu près en dessous des 14, sur cette MM50 Weekly. Donc vous voyez là par exemple, on est dans une crypto qui est pas très forte, qui l'a été d'ailleurs entre le mois de septembre et la fin de l'année dernière. On était revenu sur un timing intéressant sur la MM50 weekly. Et il y a pas mal de cryptos qui sont dans ce type de configuration-là. Si je vous montre par exemple celle-ci, INJ, on est dans le même cas de figure. Vous voyez qu'on est encore en bas ici sur la MM50 weekly. On est dans une phase de range. Elle reste très positive à long terme. Elle reste dans une zone finalement d'intervention aussi à long terme. Mais à court terme, elle ne fait pas partie des super fortes. Pour autant, je vais suivre également INJ parce que si jamais elle se réveille et qu'elle retraverse au-dessus des 28 $, qu'est-ce qu'on aurait? Phase de range, on en sort par le haut, on passe au-dessus de la MM50 daily, ce qui est en train d'être fait. La MM20 daily passerait également haussière et on passerait finalement d'une tendance neutre actuellement à une tendance haussière au-dessus des 28-30 $. Donc ça là, je vais la mettre également sous surveillance. Et une autre, allez pour la route, par exemple NIR, très très forte. Vous avez vu ici, elle vient de 1 $. On a fait quasiment 10, on a fait 9 $. Depuis, pareil, comme sur l'ensemble du marché, vous voyez, depuis 3 mois, finalement, ça végète, mais elle reste forte. Comment est-ce qu'on voit qu'elle est forte? Nettement au-dessus de la MM20 Weekly ici, nettement au-dessus, bien évidemment, de la MM50 Weekly. Et regardez ici, également en daily, on a en fait la formation d'un canal ascendant. Et ce canal ascendant, tant qu'on est au-dessus, pour le moment, on est effectivement toujours dans cette dynamique-là. Donc, NIR, même si on a l'impression qu'on paye un petit peu trop tard, si on a une sortie par le haut de Total 3, donc l'ensemble des valorisations, des capitalisations de l'ensemble du marché des cryptos, hors Bitcoin, Ether, au-dessus de la zone que je vous ai montré juste avant, si on passe au-dessus des 8 $, ça m'intéresse effectivement d'accompagner le mouvement parce que NIR, elle peut nous coller des plus 10, plus 15, plus 20% en une journée. C'est tout à fait possible. Voilà, messieurs, dames, pour ce point global. Donc, on va suivre bien évidemment avec attention ce qui se passe au niveau de l'inflation vendredi qui pourrait dynamiser un peu ce marché crypto. Et si je vous remets ici Total 3 qui est complètement compressé, il y a quelques news un petit peu à droite à se mettre sous la dent, mais c'est plus de la littérature qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de grosse dynamique. Il y a toujours des cryptos qui se détachent les unes par rapport aux autres.
Encore une fois, Link fait partie aussi des très fortes en ce moment. Et si vous voulez dynamiser encore un peu plus, même si je déconseille encore moins aux débutants, on peut se mettre aussi sur des données H4. Et en H4, on a toujours ces moyennes mobiles 20-50 qui nous permettent de matérialiser cette tendance haussière et qui permettent finalement systématiquement de payer les repris, de revendre un petit peu lourd. Mais c'est de la gestion encore plus dynamique que juste la gestion active. Je pense que rester déjà sur deux poches, gestion active en daily et gestion weekly, donc les gestions long terme en weekly, c'est déjà largement suffisant. Merci à toutes et à tous en tout cas pour votre soutien. Merci à tous pour ceux qui lâchent un pouce vers le haut. N'hésitez pas à les péter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis bien évidemment à très très vite. Et puis on va attendre de voir justement si le marché des crypto-monnaies se dynamise un petit peu plus comme sur les marchés traditionnels. À très vite, ciao!